un podcast Binge Audio. Salut chers auditeurs, c'est Camille Test. Vous le savez peut-être parce que j'en parle constamment ici, j'habite dans un village. Quand je raconte ça, les gens tentent à m'imaginer seule avec mon chat, mais en réalité ces dernières années, on est toute une bande d'amis à y avoir posé nos valises. Jusqu'alors, je n'avais jamais été très bande d'amis. Ayant beaucoup déménagé plus jeune, j'ai toujours été un peu la pièce rapportée, cherchant à se greffer tant bien que mal à des groupes déjà soudés, qui avaient déjà leur code, si bien que j'ai mis du temps à concevoir qu'une bande de copains puisse être autre chose qu'une entité anxiogène. Aujourd'hui, ces amis sont ma famille. Ensemble, on se soutient, on s'écoute, on se nourrit, on se fait grandir, on s'engueule, on milite, on fait la fête, on partage des deuils et des victoires. Leur présence à mes côtés est indéniablement l'une des choses qui me fait le plus de bien. Ça n'a rien d'étonnant. Regardez les zones bleues, ces 5 régions du monde où l'on vit le mieux et le plus longtemps. Elles ont tout en commun, outre un environnement sain et préservé, des interactions sociales, familiales et amicales très fortes. Bref, il semblerait que pour vivre bien et longtemps, il faille vivre bien entouré. Mais la société dans laquelle nous vivons n'est pas une zone bleue. Et de toute évidence, elle est de moins en moins structurée pour nous permettre de nouer des relations profondes et nourrissantes. Ainsi, selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui documente notamment le sentiment de solitude et d'isolement, 12% des Français et Françaises se trouvent aujourd'hui en situation d'isolement total. De même, selon une étude IFOP réalisée en 2024, 44% des Français et Françaises disent aujourd'hui se sentir régulièrement seuls. Des chercheuses qualifient même cette situation d'épidémie de solitude. Ce dont je suis convaincue, c'est que si on s'intéresse à la santé mentale sans s'intéresser à la qualité de nos liens, et notamment à celle de nos amitiés, on passe à côté du sujet. Il semblerait que mes invités soient d'accord avec moi, puisqu'elles ont chacune écrit un ouvrage sur le sujet. Johanna Cincinnati, Alice Rebaud, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alice Rebaud, tu es journaliste au Monde. Tu es l'autrice de Nos puissantes amitiés, paru récemment aux éditions La Découverte. Dans ton livre, tu explores plein de façons de faire amitié, comme on pourrait faire famille. Tu montres en quoi l'amitié peut être un espace de puissance et même un espace politique. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur le sujet ? Alors, je suis journaliste au Monde et je documente les jeunesses. Et c'est depuis un petit peu cette vigie que j'ai commencer à voir grandir une sorte de force autour de cette question de l'amitié. C'était toujours par petites touches dans les entretiens que je pouvais avoir sur la vie intime, dans les podcasts que je pouvais écouter, dans les articles que je pouvais lire, sans jamais que ce soit le sujet principal. Mais pourtant, ça revenait tout le temps, notamment dans les jeunes générations. Mais après, je me suis rendu compte que c'était vrai aussi ailleurs. Cette envie un petit peu de décloisonner les liens intimes, de questionner le modèle du couple hégémonique, de mettre un petit peu à distance la pression de la sexualité, par exemple, et donc de faire fructifier peut-être d'autres liens. Et je me suis dit qu'il y avait un mouvement à raconter. Et puis, je crois que en tant que féministe, j'avais aussi à cœur d'ouvrir peut-être le champ des possibles, en tout cas de raconter des récits qui sortent de l'unique prisme du duo romantique tel qu'on nous présente la manière la plus réussie de réussir nos vies, et de montrer voilà que les chemins, que le champ des possibles était plus vaste et qu'on pouvait voilà faire lien, faire solidarité, faire famille de façon beaucoup plus multiple que le modèle du couple. Alors, ces liens forts en dehors du couple, c'est aussi comme ça que tu as commencé ta réflexion, Johanna Cincinnati. Toi, alors déjà, on peut dire que tu te décris comme journaliste avec un accent belge. Exact. Ton livre « Elles vécurent heureuses » va paraître le 16 avril prochain aux éditions Stock. Toi, ton livre, tu t'intéresses plus spécifiquement aux amitiés féminines. Pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement la grille du genre ? C'est un peu une grille qui s'est imposée à moi après une conversation avec une de mes meilleures amies, Maya. On était en train de manger des tapas à Toulouse et elle me dit un truc un peu anecdotique. Elle me dit imagine un monde dans lequel nos amitiés sont plus importantes que le couple. Et moi, je lui dis, mais attends, comment ça ? Elle me dit, par exemple, on habiterait avec nos amis, on les présenterait à nos parents, on achèterait des maisons entre amis, on élèverait des enfants ensemble. Et je me dis, mais pourquoi on ne fait pas déjà ça ? Parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a un peu
pour les femmes hétéros, deux grandes voies. Il y a celle du célibat qui, moi, me parle pas. Je trouve pas que c'est un projet social politique très intéressant. Et puis il y a le couple. Et le couple, j'ai toujours pas compris vraiment comment on fait. Et donc, l'amitié, mais surtout les amitiés entre femmes, j'ai commencé à les scruter et je me suis dit... Comment ça se fait que quand je passe du temps avec les femmes de mon entourage, j'ai l'impression d'avoir accès à du soin, de l'empathie, de la finesse, de l'intelligence, de la richesse que je trouve pas dans d'autres relations. Et dans ton livre, tu dis, en fait, tu utilises des mots qui sont assez forts et qui, pour le coup, je trouve, viennent un peu, sont un peu différents de ce qu'on peut imaginer quand on voit ton livre. Les gens verront quand ton livre sortira, mais c'est une couverture assez douce, un peu pastel et tout. Et en même temps, tu utilises des termes du genre l'amitié est une grenade à dégoupiller. La menace des femmes qui s'aiment, j'aime beaucoup ce côté un petit peu provocateur. On va avoir l'occasion d'y revenir. Dans cet épisode, on va explorer en quoi l'amitié peut être une ressource au service de notre santé mentale. On va se demander si la société rend vraiment possible ces liens d'amitié significatifs et aussi si ces liens n'ont pas leurs limites. Pour continuer cette conversation, je vais vous demander d'accueillir le psychiatre d'Encore Heureux, Daniel Batoula. Daniel, on le rappelle, tu es psychiatre au CHU de Strasbourg. Est-ce que cette épidémie de solitude que j'évoquais en introduction, est-ce que tu la ressens, est-ce que tu la constates, et notamment dans ton travail de psychiatre ? Alors oui, l'épidémie de solitude ou l'aggravation de la solitude, c'est quelque chose qu'on constate depuis de plusieurs années, qui n'arrête pas d'augmenter, parce qu'on est dans une société très individualiste où on nous apprend à réussir tout seul, de A à Z, à se passer des autres, à se couper du monde et se dire si j'ai réussi, c'est que grâce à moi. Alors qu'on oublie qu'on ne vient pas au monde tout seul, que quand on est enfant, on est complètement vulnérable et qu'on a besoin de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui s'occupent de nous. Mais il y a toujours ces histoires qui sont racontées autour du self-made man, l'homme qui s'est fait tout seul. Il y a plein d'histoires, il y a plein de films, il y a plein de fictions qui sont par rapport à ça. Et donc ça pousse les gens à se dire je vais réussir tout seul. Et on est poussé vers cette solitude. Après, on a pu expérimenter la solitude, ce que ça peut nous faire dans une épidémie, dans un contexte où on était tous enfermés chez nous. On voit qu'il y a quand même des effets assez délétères de cette solitude. Justement, j'avais demandé quels sont les effets pathogènes, on pourrait dire, de la solitude. Qu'est-ce que ça fait à nos corps ? Qu'est-ce que ça fait à nos têtes ? Alors, c'est des effets qu'on a constatés dans l'épidémie de Covid, mais aussi qu'on a constatés chez les personnes âgées qui sont en maison de retraite, qui voient de moins en moins de monde. Et on se rend compte que cette solitude, ça va avoir un effet sur l'inflammation dans notre corps. Quand on est en contact avec des gens qu'on apprécie, quand on est en contact avec des amis, quand on fait des câlins parfois à des amis, il y a une hormone qui est sécrétée, qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est aussi une hormone qui est sécrétée au moment de l'accouchement, au moment de l'allaitement. Et c'est un peu, vulgairement, on pourrait appeler ça l'hormone de l'amour, si vous voulez. Et en fait, on s'est rendu compte que cette hormone, quand elle est sécrétée, le système inflammatoire est plus réactif et les blessures se guérissent plus rapidement. Or, quand on est isolé, on a moins cette production d'ocytocine et donc il y a moins ce phénomène de cicatrisation. C'est plus long et l'inflammation, les gens âgés sont plus sujets à ce genre de risque, les gens âgés isolés, bien sûr. Alors, cette épidémie de solitude, on la constate et il semblerait qu'on la constate de plus en plus. Par exemple, l'association SOS Amitié, donc qui est une association qui reçoit des appels de personnes qui se sentent seules, constatait là récemment qu'ils ont reçu 3,5 millions d'appels en 2023, ce qui est une augmentation de 14% par rapport à l'année d'avant. Donc c'est vraiment énorme, il y a une accélération comme ça. Alice Rebaud, toi tu observes ça dans ton livre, tu le constates et notamment tu notes par exemple qu'en moyenne, les gens aux États-Unis ne passent plus que 10 heures par semaine en personne avec leurs amis, alors que c'était 30 heures en 2003. Et donc, ce que j'aimerais bien comprendre avec vous, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est de plus en plus seul ? Quelles peuvent être les raisons systémiques ? Alice ? Il y a pas mal de raisons pour expliquer ça. Je crois qu'une des premières, c'est cette atomisation de nos vies, de la société, qui s'est beaucoup accentuée ces dernières décennies, ce qui fait qu'on voit, et notamment dans l'étude que tu cites, elle cite de nombreuses ressources qui montrent vraiment une forme de déclin du lien communautaire, en tout cas du temps qu'on peut passer dans des espaces communautaires qui se sont beaucoup délités au fil des décennies, ce qui fait qu'on a moins
moins d'espace finalement pour créer aussi des liens sociaux multiples et puis des liens plus affinitaires que peuvent être ensuite les amitiés. Je crois qu'aujourd'hui dans nos sociétés, tout joue contre la création de liens sociaux pluriels et tout joue contre les amitiés en particulier, alors que voilà, on a de moins en moins de temps, on court toujours après le temps, on nous dit plutôt d'investir ce temps-là dans la cellule conjugale ou dans la quête de l'amour romantique, puis dans la famille, et le temps investi ailleurs est un peu perçu comme une perte de temps justement, ce qui fait que voilà, ça nous amène à penser de façon secondaire nos autres liens d'amour, parce que moi je considère que l'amitié est un lien d'amour, nos autres liens d'amour que ne sont pas voilà, le lien romantique. Après, il y a eu évidemment l'épidémie de Covid qui a beaucoup impacté nos relations sociales, et notamment pour ce qui est le cas de la jeunesse, qui faisait ses premiers pas dans la vie de jeune adulte, qui voilà, a été un petit peu... dont les ailes ont été un petit peu coupées dans l'apprentissage des codes sociaux. Et puis, il y a des populations qui sont plus vulnérables que d'autres justement à cette solitude, et notamment les personnes qui sont les plus loin de l'emploi, par exemple. On voit aussi, il y a des études qui montrent que le coût de la vie qui a augmenté fait que la socialisation est devenue de plus en plus un luxe. C'est plus compliqué quand on a peu de moyens, voilà, de faire les activités qui permettent de nouer, mais aussi d'entretenir des amitiés. Ce qui fait que le lien peut aussi se déliter. Et pour créer de nouvelles amitiés, qu'est-ce qu'il faut faire ? Enfin, en tant qu'adulte, aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a quand même assez peu d'espace, en fait, finalement, pour créer du lien. Peut-être dans des activités culturelles, dans de l'associatif, mais encore faut-il en avoir les moyens. C'est intéressant parce qu'on oublie parfois, on n'a pas toujours une lecture de classe sur l'amitié, alors qu'en fait, ce que tu notes dans ton livre, c'est que, en gros, plus on est privilégié, plus on a d'espace, de temps, d'occasion de se faire des amis. Oui, parce que les deux espaces les plus privilégiés, c'est une étude belge ou suisse, je crois, qui note ça. Les deux espaces les plus privilégiés pour faire des rencontres et pour nouer des amitiés, c'est à la fois le travail et l'école. Donc quand on est soit sorti des études ou qu'on n'a pas forcément fait d'études ou qu'on est éloigné du travail, forcément, on a beaucoup moins d'espace en fait, finalement, pour créer des liens affinitaires. Et puis, quand on est plus privilégié socialement, mais aussi financièrement, on a souvent accès à des cercles sociaux qui sont plus vastes, qui nous permettent justement voilà, de naviguer autour de nombreuses personnes, ce qui fait que c'est plus simple aussi de créer des liens affinitaires. Et tu commençais à le noter tout à l'heure, évidemment, l'une des choses qui fait qu'on a aussi peu de place pour l'amitié, c'est le couple. C'est cette quête de la mise en couple. Vous notez toutes les deux dans vos ouvrages que globalement, les amitiés sont valorisées tant qu'on est encore dans la période de l'adolescence, et peu à peu, on passe vers une espèce de quête de la mise en couple. Johanna, c'est quelque chose dont tu parles pas mal. Pour toi, quel est le principal problème de tout mettre en gros dans le projet mise en couple et pas dans le projet amitié ? Je pense que la monogamie affective, on peut appeler ça comme ça, donc pas forcément le fait de n'avoir un seul ou une seule partenaire amoureux, amoureuse, mais le fait de centraliser son bien-être, ses affects, parfois des ressources économiques aussi, l'endroit où on habite, etc., dans une personne. Je pense que c'est un équilibre qui est assez précaire. Je pense par exemple aux femmes qui peuvent être victimes de violences conjugales ou qui se retrouvent dans des situations de violence économique, administrative, etc., avec des conjoints qu'elles souhaitent quitter. Dès lors que cette personne, que vous mettez tous vos œufs dans le même panier, c'est difficile ensuite de faire appel au reste du tissu affectif. Et puis, il y a aussi, d'abord, il y a la charge symbolique du couple, c'est-à-dire que, en plus de tout ça, il y a le fait que le couple est perçu aussi comme la forme d'aboutissement suprême, en particulier quand on est une femme dans la trentaine. Moi, je le vois bien avec mes copines. Quand je leur ai annoncé que j'avais un amoureux, c'était le feu dans leurs yeux, quoi. Je pouvais parler 5 langues et si un jour j'ai un prix Nobel de médecine, ça sera bien, mais quand même, avoir un amoureux, c'est bien aussi, quoi. Il y a quelque chose c'est fini, ça y est, le puzzle, il est complet, il y a la pièce manquante. Et d'ailleurs, tu disais, Alice, tu mentionnais l'éloignement par rapport au travail et au milieu scolaire, mais il y a donc aussi la mise en couple. Et il y a cette stat que je trouve un peu dramatique, cette statistique qui a été amenée par un anthropologue qui s'appelle Robin Dunbar et qui explique
que, en général, c'est une moyenne, mais en général, dans vos cercles proches, vous avez 5 personnes ressources. Donc, c'est assez, on a tendance à vouloir les compter et on les identifie assez vite. Néanmoins, dès lors qu'on s'installe dans la conjugalité, ce chiffre tombe à 4. Et dans ces 4 personnes, il y a l'amoureux ou l'amoureuse. Ça veut dire qu'on a perdu 2 amis, en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que ça veut dire que si on pense long terme et si on se dit, bon, bah, peut-être ma relation ne durera pas toujours, voire va complètement partir en live, c'est important que voilà, j'essaie de conserver d'autres relations fortes. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de parfois un peu forcé ? Parce que quand on est pris comme ça par la spirale de l'amour, est-ce que c'est vrai que sur le chemin, parfois, on laisse des amis. Est-ce qu'il faut se forcer à garder ses amis ? Mais je pense qu'il y a les débuts où on a envie d'absolument tout faire avec l'autre et où ça devient, c'est tout à fait passionnel. Et en fait, cette histoire d'atopos, là où on ne voit personne d'autre que l'autre. Mais en fait, c'est à ce moment-là, je pense, qu'il convient de garder un petit peu de recul et de se dire... ok, il y a d'autres gens autour de moi, je peux mettre mon énergie, mon amour, mon affect... le répartir avec d'autres personnes. Et il y a aussi quelque chose d'un peu absurde, c'est que parfois, il y a des amitiés, des relations qui sont vieilles de, 10, 15, 20 ans. Et d'un seul coup, la hiérarchie est renversée et alors on arrive invité à des mariages avec le nouveau ou la nouvelle, avec qui on fait la vie amoureuse et sexuelle, alors qu'en fait, il y a des copines qui connaissent la mariée depuis 20 ans et qui auraient bien voulu aussi célébrer avec elle. Et ça se fait pas. C'est pas souhaitable, plus ou moins. Alice, tu notes aussi dans ton livre, tu cites le livre de Geoffroy Laganerie, une aspiration au dehors, en montrant que cette obsession et le fait qu'on survalorise le couple et la famille nucléaire pendant le Covid a fait ressortir un petit peu le fait qu'en fait, il y a des gens, les personnes qu'on avait le droit de voir, en gros, c'était notre famille, mais il y a des gens, en fait, et notamment pas mal de personnes queer, n'ont pas forcément lien avec leur famille, et donc du coup, se sont retrouvés à ne pas avoir vraiment le droit je sais pas, pour des cas d'enterrement ou voilà, des situations comme ça, ne pouvaient pas voir leurs amis qui en fait sont le socle de leur vie sociale, quoi. Oui, le Covid, ça a été révélateur de pas mal de choses, et notamment justement de ces hiérarchies sociales qu'on peut faire aujourd'hui dans nos sociétés, de ces hiérarchies relationnelles. Et au moment où il a fallu mettre des mesures sanitaires que je ne conteste pas, je conteste pas le fait qu'il était peut-être nécessaire à un moment donné de mettre des mesures sanitaires. En tout cas, je pense que c'est intéressant d'interroger comment on a mis en place ces mesures sanitaires, qu'est-ce qui a été protégé et qu'est-ce qui ne l'a pas été forcément. Et en l'occurrence, ce sont principalement les liens de la famille biologique et du couple romantique qui ont été protégés. Et pour ce qui était des liens qui n'apparaissaient sur aucun état civil, qui sortaient de cette logique biologique, pour le coup, il était beaucoup plus compliqué de continuer à maintenir le lien. Geoffroy de Laganerie dit c'était possible de faire des centaines de kilomètres pour aller voir son enfant, même majeur, mais c'était impossible de traverser la ville pour aller voir un ou une amie. Et il y a beaucoup de personnes qui ont énormément souffert en fait de cette situation-là. Tu parlais des personnes queer, ça en fait partie, notamment parce que dans les communautés queer, l'amitié est une ressource pour parfois vraiment vitale, puisque ce sont les personnes queer connaissent dès le plus jeune âge du rejet, sont exclus aussi de facto du sacro-saint modèle de la famille hétérosexuelle. Il leur faut trouver très rapidement dans la vie d'autres refuges, d'autres espaces en fait finalement pour faire solidarité, pour se porter, pour partager les moments d'euphorie comme les moments les plus difficiles. Et ce retour, cet enfermement qu'a été le Covid a fait pour certains un effet de retour au placard forcé. C'est ce que dit une autrice, Anne Pauly, qui raconte comment elle ne pouvait plus se réchauffer au foyer brûlant qu'étaient ses amitiés et comment ça l'a vraiment beaucoup affectée.
Alors, je trouvais ça important de faire ce point sur, en gros, en quoi c'est difficile de se faire des amis aujourd'hui, de maintenir des liens d'amitié, parce que je trouve que ça peut être très culpabilisant aussi. Le côté, les amitiés, c'est tout, et il faut absolument avoir des amis, et si on n'a pas des liens d'amitié très forts, et du coup, finalement, est-ce qu'on est vraiment quelqu'un de bien ou qui réussit sa vie ? Ensuite, j'aimerais bien qu'on se demande ensemble à quoi ressemblent nos amitiés aujourd'hui une fois nouées. Et notamment, Alice, toi, dans tes recherches, tu t'es intéressée aux amitiés masculines. Tu cites le travail de plusieurs chercheuses qui montrent, par exemple, que l'amitié masculine, c'est souvent un espace, j'allais dire un peu superficiel, ou en tout cas qui ne laisse pas toujours place à la vulnérabilité. Oui, pour les petits garçons, les adolescents, les adultes masculins apprennent, en fait, c'est vrai, à multiplier en fait la camaraderie avec les autres hommes autour d'eux. Ils en retirent de nombreuses gratifications à la fois sociales, professionnelles, mais voilà, il faut s'entourer de beaucoup de potes, de beaucoup de bros, mais sans se montrer trop vulnérable. Et ce n'est pas un cliché en fait que de le dire, ça paraît cliché que de dire ça, mais en fait il y a vraiment des études qui montrent à la fois que les hommes, une fois arrivés à l'âge adulte, ne sont pas satisfaits des ressources émotionnelles et de l'appui affectif que leur prodiguent ceux qu'ils appellent leurs amis, et en souffrent beaucoup d'une forme de solitude et de superficialité dans ces liens, une superficialité qui est apprise dès le plus jeune âge. Et ça, c'est une chercheuse américaine qui s'appelle Judy Chu, qui s'est intéressée à une classe de maternelle aux États-Unis, où elle a regardé des petits garçons qui venaient d'entrer à l'école maternelle, et où elle se rend compte, et c'est très intéressant, qu'en fait, au tout début, à leur entrée en école maternelle, ces enfants sont tout à fait capables de vulnérabilité, de partager leurs émotions, de faire attention aux émotions des autres aussi, mais qu'au fur et à mesure des mois passés à l'école, et donc au contact de leur père, mais aussi au contact d'autres adultes et donc de d'autres imaginaires, ils apprennent à gommer ces capacités-là, à s'en retirer, à renoncer en fait finalement à ces capacités-là. Et ça, ils l'apprennent pour devenir petit garçon parmi les petits garçons, et puis pour devenir ensuite homme parmi les hommes, dans un monde où la sensibilité est perçue comme quelque chose de féminin et donc dénigrée. Ce qui fait que, in fine, dans l'adolescence et puis après, dans la vie d'adulte, les hommes se retrouvent généralement avec assez peu de soutien et de piliers affectifs, si ce n'est le soutien que prodiguent les femmes, encore une fois, avec ce travail émotionnel, et qui fait qu'ils ne peuvent s'en recourir que aux femmes de leur entourage, donc leur mère, leurs copines, parfois leurs amies féminines, qui jouent aussi le rôle d'amies psy, sans avoir parfois le retour derrière, et être écoutées elles aussi à leur tour. Alors, tu cites Daisy Le Tourneur dans On ne naît pas mec, qui parle d'un acte d'automutilation psychique pour décrire vraiment le fait de ne pas, de ne plus avoir d'espace de vulnérabilité. Daniel, toi, ton regard de psychiatre sur le fait de ne pas avoir ou d'avoir très peu d'espace de vulnérabilité, quelles peuvent être les conséquences de ça ? L'importance d'avoir un espace de vulnérabilité, c'est de pouvoir apprendre à se connaître mieux. Quand on est invulnérable et qu'on pense qu'on peut tout réussir et qu'il n'y a rien qui peut nous arriver, on n'arrive pas à réfléchir à nos failles ou à difficultés qu'on va traverser, qui vont de toute façon arriver un jour ou l'autre. Et donc, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de réflexion par rapport à tout ça. Si on arrive à se dire, je peux être vulnérable comme n'importe quelle personne, comme n'importe quel être humain, ça permet d'anticiper, ça permet de réfléchir aussi à ça, et ça permet ensuite de regarder les autres avec un regard plus bienveillant et se dire, j'ai des failles, les autres aussi ont des failles, mais ensemble on peut avancer et on peut combler les failles les uns des autres et aller un peu plus loin et se soutenir. Donc cette importance d'un espace de vulnérabilité, ça permet vraiment d'apprendre à se connaître de mieux en mieux, parce qu'au final, quand on n'arrive pas à exprimer cette vulnérabilité, en fait, on gomme une partie de notre personnalité. Donc, on n'arrive pas à se connaître correctement. Et quand on ne se connaît pas, on va dépasser nos limites ou faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Et le fait d'arriver à exprimer cette vulnérabilité et d'en prendre bien conscience, ça permet en fait d'avancer sur sa propre personne et sur les gens qui nous entourent.
Je suis tout à fait d'accord et je voudrais rajouter aussi que, outre le fait que la vulnérabilité, ça peut être une force pour soi, c'est aussi un des fondements de nos sociétés démocratiques. C'est-à-dire que le fait de considérer que les êtres humains sont fragiles, faillibles, peuvent être exposés à la souffrance, c'est comme ça qu'on a pensé l'aide médicale d'État, l'école gratuite, l'hôpital pour tous. Donc ce sont les fondements de notre société, en l'occurrence. Et là où c'est dangereux, c'est que on est dans un système qui met à mal ces espaces de vulnérabilité. Donc, le système capitaliste, il veut quoi ? Il veut des êtres féroces, résilients, puissants, forts. Et donc, il met en danger aussi les espaces où on peut encore être vulnérable. Dans le couple, il y a cette idée qu'être vulnérable, c'est pas vraiment être désirable, surtout pour les hommes. Au travail, être vulnérable, j'en parle même pas, c'est être éjectable. Et donc, l'amitié, ça apparaît aussi comme un espace privilégié pour exprimer ça et dire voilà, là j'ai mal, j'ai besoin d'aide, quoi. J'entends bien, mais est-ce que du coup, qu'est-ce qu'on dit à des personnes qui ont été sociabilisées comme garçons puis comme hommes ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réapprendre, la vulnérabilité ? Est-ce qu'on peut être un homme et se retourner vers ses bros, comme tu disais Alice tout à l'heure, et être ok, maintenant on est vulnérable ? Est-ce que ça c'est possible en fait ? Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui est même à encourager. Dans les premiers temps, à mon avis, comme les hommes sont sociabilisés comme des hommes, l'idée, c'est peut-être, premièrement, s'ils arrivent à le faire, c'est de le faire avec des femmes, parce que le regard va être moins jugeant et ils vont pouvoir se sentir plus à l'aise, ce qui va donner une charge mentale supplémentaire aux femmes. D'accord. Ça, c'est la première étape, parce qu'il faut d'abord qu'ils réussissent à le dire. Et la deuxième étape, c'est de pouvoir le dire à une autre personne, un autre homme, parce que en général, dans un groupe, si un homme expose sa vulnérabilité, il va y avoir un phénomène de groupe et les gens vont se moquer de cette personne ou vont gommer sa vulnérabilité, on va lui dire mais c'est parce que t'es faible ou c'est pour ça et ainsi de suite. Et donc ça va le freiner complètement, il va faire machine arrière, il va plus oser jamais exprimer cette vulnérabilité. Je vous propose qu'on se tourne maintenant un peu du côté des amitiés féminines. Johanna, dans ton livre, toi, tu explores plein de facettes des amitiés féminines et notamment, un gros cliché, mais il faut qu'on en parle, la question des rivalités. En fait, ma première question, c'est est-ce que pour toi, il s'est avéré que dans tes recherches, c'était un cliché ? Est-ce que c'est une réalité ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait des rivalités féminines ? La question de la rivalité, elle vient avec la question des représentations et c'est un peu la poule et l'œuf, quoi. Est-ce que parce qu'on voit dans des œuvres de la pop culture ou même dans des représentations médiatiques des femmes qui s'entre-déchirent, alors on intègre que on ne peut pas avoir des relations saines avec d'autres femmes en tant que femme, ou est-ce que c'est parce que on a tellement des relations imprégnées de rivalité qu'on les reproduit enfin c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je pense que faut pas ne pas en parler. Évidemment, ça existe pour la simple et bonne raison que dans un monde d'hommes, on n'a pas du tout intérêt à ce que les femmes soudainement s'entraident. Ça existe aussi pour les personnes racisées, pour les classes sociales. Si demain les ouvriers se solidarisent, on attend la révolution, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette rivalité, elle a un sens politique déjà. Après, ce que moi j'essaye de faire, je trouve ça déjà très libérateur de s'en rendre compte, de dire ok, ça m'appartient pas. Si je ressens des insécurités, c'est peut-être parce que X, Y. Et comment faire de ça un moteur et le retourner. C'est une posture privilégiée, j'entends. Il y a des fois où, dès lors que vous avez le syndrome de la Schtroumpfette, donc l'idée que dans des sphères extrêmement puissantes de l'économie, de la production culturelle, etc., vous avez déjà tellement peu de femmes que d'une, c'est difficile de s'identifier. Et de deux, de se solidariser. Mais donc, concrètement, moi, je suis journaliste indépendante. Il y a des journalistes que j'admire, dont j'ai toujours secrètement un peu envié le poste ou le travail. Et ce que je fais, c'est que je me dis, vas-y, contacte-les, dis-leur j'adore votre travail, c'est passionnant ce que vous faites, est-ce que vous voudriez qu'on travaille ensemble ? Donc j'essaye de retourner un peu ce truc et de retourner en fait la charge de l'insécurité ou de la concurrence. Et c'est comme ça qu'on a créé plein de collectifs de journalistes qui sont toujours un peu précaires. On est toujours pas très bien payés, etc. Mais le fait de travailler ensemble, ça n'a pas rendu nos vies pires. Ça les a rendues plus joyeuses.
Alors, au-delà de la question de la rivalité, tu t'intéresses aussi aux formes que prennent les amitiés féminines versus les amitiés masculines. Tu montres que les amitiés masculines servent souvent à construire de grandes choses, en gros, faire des projets, monter des boîtes, etc. Gagner en pouvoir, donc. Et alors que les amitiés féminines sont souvent simplement des espaces de décompression, des soupapes vis-à-vis du couple hétéro, notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça ? Ouais. Comme je pense que c'est corrélé avec l'histoire de l'éducation genrée des petits garçons, c'est-à-dire que dès lors que vous ne permettez pas à un groupe social d'avoir accès à ses émotions et que l'histoire de l'amour, l'amitié, l'affection devient l'apanage de l'autre groupe social, donc des femmes ou des personnes socialisées comme telles, mais en fait, on n'a pas vraiment le choix de faire ce travail. Je pense qu'on peut y trouver du plaisir, bien sûr, et je trouverais ça super que tout le monde s'intéresse à savoir si son prochain ça va bien. Mais on se trouve un peu englué dans ces relations-là et on va pas se mentir, les femmes, elles parlent beaucoup des hommes. Vraiment, on parle beaucoup des hommes. Soit parce qu'ils nous font mal au cœur, soit parce qu'on n'arrive pas à les comprendre, soit parce qu'ils vont pas bien, mais ils n'en parlent pas à leurs amis. Donc, Donc ces espaces deviennent vraiment des espaces de décharge. Et parfois des espaces un peu de gaspillage, parce qu'il y a des fois où je ressors d'une soirée entre copines et je me dis mais je sais même pas comment elle va. Enfin, on n'a parlé que de machin qui a toujours pas répondu à son texto. Et en fait, le premier intéressé ne fait pas partie de la conversation, du travail du care. Et c'est vachement enfermant. C'est-à-dire nos amitiés sont tournées vers nous-mêmes. Les garçons, eux, ont accès à l'extérieur. Ça se voit dans les représentations aussi. Souvent, vous pensez à Sex and the City, Mean Girls, donc Lolita malgré moi et tout ça. Les conversations entre femmes ont lieu sur un coin de canapé, à l'intérieur d'un café, dans la salle de bain. C'est Pauline Le Gall qui le met très bien en évidence dans son livre « Utopie féministe sur nos écrans ». Les garçons, en revanche, c'est les grandes embardées. C'est le road trip, c'est viens, on ouvre un bar, on fait des clips, on tourne des clips de rap dans la rue. Et nous, pendant ce temps-là, on recharge pour retourner à la vie. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut sortir dehors, arrêter de parler de nos mecs et faire des activités sportives et des road trips entre meufs ? Je pense qu'il faut faire des levées de fonds, d'abord. Non, je rigole. Ah ouais, d'accord, on lève des fonds là ce soir, très bien. Non. Ça veut dire que, je sais pas, faut éduquer les petits garçons à avoir accès à ça, encourager aussi ça, et puis refuser aussi parfois de faire le travail émotionnel à la place de l'autre, aussi de nos pères, de nos collègues hommes, de se dire qu'on a le droit de pas vouloir, que c'est fatigant, que c'est épuisant et qu'on devrait partager cette charge. Alice, quand on préparait cet entretien, tu me disais les amitiés, et notamment les amitiés féminines, c'est aussi un lieu important d'estime de soi. Et c'est vrai qu'en écoutant Johanna, j'ai l'impression qu'est-ce que c'est en parlant de nos mecs qu'on a forcément l'estime de soi se développe le plus. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire ? Oui, je pense qu'on perd quand même pas mal de temps à parler des hommes et qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout ce temps-là, à la fois peut-être pour fomenter une révolution contre le patriarcat, pourquoi pas, mais aussi pour se porter les unes les autres. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans les amitiés, beaucoup plus peut-être que dans l'amour romantique, tel qu'en tout cas il est pensé aujourd'hui. C'est Mona Chollet qui montre bien comment dans l'amour romantique, les femmes sont amenées à se faire plutôt toutes petites, alors que je crois que dans nos amitiés, il y a quelque chose où on s'allume la mèche aussi, où on se porte. Évidemment, ça n'exclut pas la possibilité de l'irruption de la jalousie, par exemple, et c'est OK. Mais je crois qu'il se joue quelque chose où, tu le disais même Camille, où tu as senti que dans tes amitiés, tu pouvais te grandir. C'est des espaces où on n'a pas besoin d'être forcément adéquate, où on n'a pas besoin d'être forcément séduisant ou séduisante, et où, du coup, on peut développer quelque chose de vraiment émancipateur. Et puis, ce sont des espaces, je crois, privilégiés, où se partage du soin. Et ça, les témoignages des personnes que j'ai interrogées dans mon ouvrage, qui mettent au centre de leur vie les amitiés, m'ont tous parlé de cette question-là du soin, que l'amitié était un espace où on prenait soin les uns des autres. Et cette question du care, elle est vraiment
fondamentalement politique. Johanna, tu parlais de la question de la vulnérabilité qui est un ciment de nos sociétés. En réalité, si personne ne fait le travail de care, si personne ne fait le travail de soin, la société, elle se délite. Donc on voit bien comment ce travail-là du soin, considéré comme féminin, est méprisé pour cela, et en fait profondément libérateur, important à vraiment nourrir, et que les femmes puissent bénéficier de ce soin qu'elles prodiguent le reste du temps sans vraiment tellement de rétribution, que ce soit dans la sphère familiale, dans la sphère romantique, mais aussi dans la sphère professionnelle, parce que ce sont elles qui font majoritairement les métiers du care. Et bien en fait, c'est vraiment nécessaire qu'on puisse leur offrir ces espaces-là que sont les amitiés, où elles peuvent aussi être receveuses. Alors, on a parlé des amitiés dans un contexte patriarcal, amitié masculine, amitié féminine. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur les amitiés sous le capitalisme néolibéral. Johanna, tu montres que pour toi, les amitiés dans le système dans lequel on est sont très capitalistes, sont très consommationnelles. Tu parles d'un marché de l'amitié. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que tu constates ? Ces dernières années, parfois, j'arrivais à des soirées et on me disait « Tiens, ça c'est ma pote Sybille, elle est architecte ». Et je me disais « D'accord, bonjour Sybille ». Et je me disais « C'est bizarre » et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la séduction qui se joue aussi en amitié. Je pense que ça peut exister, mais j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place. Et je me suis intéressée aux travaux d'un philosophe sud-coréen qui s'appelle Byung-Chul Han et qui explique qu'on est dans des relations affectives, sociales, qui sont mues par le désir de l'identique. Donc, on cherche des gens qui nous ressemblent. Je pense que ça date pas du capitalisme, mais c'est peut-être exacerbé avec ça, dans le sens où on cherche à se lier à des gens pour ce que ces amitiés disent de nous. C'est un miroir de notre ego, quelque part. Oui, exactement. Je suis amie avec Gwendoline, elle est comédienne, elle est très inspirante. Il faut absolument que tu la rencontres. Et en fait, je me demande si ces liens-là sont vraiment solides et désirable et enviable, parce que ça dit pas grand-chose en fait de ce que l'amitié peut représenter comme une base solide de rapatriement quand le couple foire, quand le célibat, quand la famille violente, etc., etc. Donc je vois ce virage un petit peu utilitariste dans les amitiés et je pense qu'on devrait faire un peu attention. Et tu montres aussi que, à nouveau, un truc très capitaliste, la fameuse meilleure version de soi-même, elle existe aussi en amitié, parce qu'on a de plus en plus l'impression que pour plaire en amitié, pour avoir des amis, on devrait être cette meilleure version de soi-même, donc plus avoir ses petits défauts, et qu'en face, on n'est plus capable d'accepter les petits défauts des autres. Ouais, on a du mal non seulement à accepter, donc ça rejoint la question de la vulnérabilité des autres, mais aussi on a du mal à aller au conflit. Et en fait, on n'est pas très équipé pour se disputer, en particulier avec les amitiés les plus récentes. Moi, je constate que j'ai des amis d'enfance dont je tolère beaucoup plus de désaccords, même politiques parfois, que des nouvelles amitiés, parce que le temps. Parce que ça fait 15 ans. Et c'est la même chose pour nos relations de famille, celles qui sont joyeuses et saines. Ma sœur, c'est ma sœur. Si elle m'agace, ça va rester ma sœur. Je vais pas essayer de la changer pour quelqu'un d'autre. Je vais accepter ses névroses, elle accepte les miennes. Et ça, c'est peut-être quelque chose dont on devrait s'inspirer dans nos amitiés aujourd'hui. Aller au conflit, se disputer tout en s'aimant et en se disant « Ok, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Comment on peut faire pour que cette relation fonctionne ?» Et en même temps, on peut pas. J'ai l'impression que on peut pas avoir que des amis d'enfance. Et puis, tu le disais tout à l'heure, tu parlais de 5 ou 6 amitiés qu'on peut avoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut trier. Il faut arrêter d'avoir des amitiés superficielles et avoir juste des amitiés profondes de gens avec qui on était au collège. Non, moi j'ai des copines avec qui on dessine et on se raconte pas nos histoires familiales non, je pense qu'on peut multiplier les liens. Ce qui importe, c'est de se sentir bien, de se sentir entouré, à nouveau de pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de pouvoir créer des endroits aussi sécurisés dans lesquels on peut se rapatrier, quoi. Alors ces réflexions, j'ai l'impression, elles permettent de se rendre compte que créer des amitiés, c'est pas si simple. Je vous propose qu'on en parle un petit peu plus dans un instant. Dans cet épisode d'Encore Heureux, on parle d'amitié avec Johanna Cincinnati et Alice Rebaud et Daniel Batoula, évidemment. Comme on n'accorde pas une très grande place dans l'amitié, comme on n'accorde pas une très grande place à l'amitié dans notre société, on n'accorde pas beaucoup de temps à travailler sur nos amitiés. Alice, tu me faisais remarquer qu'il existe des thérapies de couple, il n'existe pas vraiment de thérapie d'amitié.
Oui, je crois que ça dit beaucoup de l'espace secondaire dans lequel on relègue finalement nos amitiés, où on se dit que ce sont pas forcément des relations qu'on a besoin de travailler, qu'on a besoin parfois de réparer, sur lesquelles on a besoin parfois d'échanger, parfois de savoir aussi rompre en amitié, parce qu'on manque aussi de représentation sur toutes ces étapes-là en fait finalement de l'amitié. Et le fait que l'amitié était peu représentée justement dans nos fictions, dans la pop culture, dans la littérature, fait que justement on manque d'énormément de scripts, on manque d'exemples en fait pour entretenir nos amitiés, pour faire lien, pour savoir comment partager nos besoins, nos limites, alors qu'on gagnerait énormément finalement à savoir faire cela. Mais voilà, c'est comme si nos amitiés étaient des liens qui étaient amenés à se faire un peu tout seul, sans qu'on y réfléchisse tellement. Et puis si ça se délite, tant pis, ça se délite. Alors qu'en réalité, des relations qui se délitent, des personnes qui disparaissent, des amis qui disparaissent du jour au lendemain, ça peut faire aussi extrêmement mal. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes moi qui m'en parlent, notamment autour de la lecture du livre, de personnes d'amis qui ont disparu en fait de leur vie sans rien dire, sans expliquer pourquoi, sans mettre de point final, sans rompre en fait finalement dans la relation. Et ça, c'est vraiment, ça peut être extrêmement douloureux. Oui, et c'est vrai qu'on manque aussi de représentation des gens qui vivent des ruptures amicales. Moi, ça m'est arrivé récemment, une rupture amicale, et j'ai mis 1 an avant de réaliser que ça avait été douloureux comme une rupture amoureuse en réalité. Oui, et personne, il y a pas grand monde pour venir nous consoler comme pour une rupture romantique dans ces cas-là. Personne pour venir avec un gros pot de glace pour venir sécher nos larmes ou vraiment s'enquérir de comment tu vas maintenant que ce lien s'est arrêté. Alors que nos amitiés sont aussi des liens qui ont une empreinte sur nos vies qui est parfois extrêmement importante. Ce sont des espaces où parfois on a grandi ensemble, où des espaces de découverte de soi et de l'autre, de rencontre à la fois de son identité individuelle et de son identité collective. Et donc, une rupture d'amitié peut faire tout aussi mal qu'une rupture amoureuse. Mais pourquoi est-ce que la société s'en contrefiche finalement ? Alors, il y a une autre piste de réflexion que tu as évoquée dans ton livre qui m'a beaucoup intéressée, c'est la question du toucher. Anecdote personnelle, moi j'ai passé il y a quelques années 2 ans à l'étranger, puis je suis revenue en France, j'ai retrouvé mon meilleur ami, et là je lui ai fait la bise, comme ça, de manière très, sans trop toucher. Et puis plusieurs mois après, il m'a dit « mais je comprends pas, tu m'as pas pris dans les bras ». Et en fait, ça m'a vraiment permis de réaliser que en me construisant comme adulte, pour moi, le toucher, les câlins, les bisous, c'est vraiment un truc réservé à la structure couple. Or, tu le disais un petit peu tout à l'heure, Daniel, le toucher, c'est hyper important pour notre santé mentale. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose dans l'amitié à réapprendre à juste se faire des câlins, se faire des bisous, se faire des massages, sans que ça implique forcément de sexualité ? Oui, c'est parce que la manière dont on a enserré finalement la question du toucher, du contact, de la tendresse physique dans une preuve forcément érotique fait que si on n'a pas de partenaire romantique, si on n'a pas de sexualité partagée, eh bien on peut passer des semaines, des mois, parfois des années sans avoir de contact physique, sans être jamais pris dans les bras. Et pourtant, les études montrent bien à quel point le contact physique nous est vital en fait finalement, à la fois pour notre croissance physique mais aussi notre croissance émotionnelle et que en être dépourvu, c'est parfois encore une fois une vraie douleur et on n'apprend pas en amitié, j'ai l'impression que nos amitiés sont un peu coincées dans cette case un petit peu psychique où on n'apprend pas à aller vers l'autre dans la tendresse physique. On manque de script, on manque d'imaginaire et peut-être qu'on pourrait essayer justement de décloisonner un petit peu les espaces de tendresse pour les démultiplier aussi. Moi, je me rends compte même à titre personnel, j'ai beaucoup de mal finalement à aller dans la tendresse physique. Il y a peu de temps, j'ai eu des soucis de santé et moi, ma conjointe n'était pas en France et en fait, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à demander à mes amis d'avoir un câlin,
câlin ou une tendresse physique, alors que je sentais bien que ça aurait eu un effet anxiolytique sur moi qui aurait été vraiment hyper important. Et je crois, on manque peut-être d'imaginaire, de fiction, encore une fois, pour ouvrir la carte de la tendresse. Et effectivement, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'il y a cette production d'ocytocine quand on fait un câlin à quelqu'un, il y a ce bien-être qui arrive quasiment de façon instantanée, et c'est très important. Et je vous encourage vraiment, les auditeurs et les auditrices et les personnes présentes ce soir, à aller avec des amis ou avec des membres de votre famille et à leur proposer, s'ils sont d'accord, de faire un câlin. Et alors, pour faire un câlin, l'idée, il y a eu des études là-dessus, donc faire un câlin, c'est prendre l'autre dans ses bras et ne rien dire de particulier. On n'attend pas à ce qu'il y ait quoi que ce soit. Fermer sa bouche, quoi. Voilà, exactement. Et ensuite, de garder le contact. L'idée, c'est quasiment de le garder pendant 1 minute. Alors, ça peut paraître très long, 1 minute, quand on est en train de faire un câlin à une personne et qu'on dit rien du tout. Alors, au départ, je vous encourage à le faire au moins pendant 10 secondes, puis ensuite 30 secondes, et ensuite, vous arriverez peut-être à la minute. Mais c'est un réconfort qui est très agréable. Ça vous prend que 1 minute au final. Et vraiment, regardez autour de vous et essayez de vous entraîner avec des personnes proches d'abord et toujours avec des personnes qui sont d'accord et toujours en demandant à chaque fois, bien sûr, parce qu'on ne fait pas des câlins à n'importe qui, à n'importe quand, mais il y a un réconfort réel et il y a beaucoup d'études qui le montrent, donc je ne peux que vous encourager à le faire. N'hésitez pas à demander aux gens parce qu'il y en a qui en ont besoin mais qui n'osent pas, comme tu viens exactement de l'expliquer. Il y a aussi que la question du toucher, elle est ultra genrée en fait. 2 petites filles qui se tiennent la main, elles sont copines. 2 garçons qui se tiennent la main, c'est le déluge d'homophobie. C'est ça aussi, c'est qu'on apprend aussi très vite c'est quoi l'amitié, c'est quoi l'amour selon notre genre. Et ça fout aussi le chaos dans les amitiés mixtes. C'est-à-dire qu'un câlin qui n'est pas au bon endroit, c'est tout de suite sexualisation du lien. Donc il y a Brigitte Vassalo, une super autrice espagnole, qui dit que on réglerait pas mal des problèmes de nos relations affectives et sexuelles si les garçons dormaient entre copains en faisant la petite cuillère. Et en même temps, j'ai l'impression que parfois, il y a des espaces, un peu des espaces de bien-être. Alors, je suis prof de yoga, je peux vous en parler, où il y a une sorte des activités qui consistent en gros à faire des câlins forcés à des gens à qui on n'a jamais parlé, qu'on connaît ni Lévi ni Adam. Ça peut être aussi des moments extrêmement gênants. Enfin, j'attire votre attention là-dessus parce que je trouve que parfois, on peut un peu se tromper dans ce truc-là. Le toucher, ça peut jamais être forcé en réalité. Toujours demander le consentement, de toute façon. Alors, à rebours un peu de ces vies où on met les amitiés un petit peu de côté, j'ai envie de vous faire écouter le témoignage de quelqu'un qui a décidé de construire toute sa vie autour de l'amitié. Mes amitiés ont toujours été très importantes dans ma vie, plus que les relations familiales ou amoureuses. Aujourd'hui, je vis en colocation avec mon meilleur ami. On aime se dire que ce n'est pas qu'une colocation, mais un foyer. Ce n'est pas temporaire en attendant que chacun trouve un conjoint ou une conjointe avec qui vivre. On a envie de continuer à vivre ensemble le plus longtemps possible. Si un jour on quittait la ville où on habite, on le ferait sans doute ensemble. En fait, c'est comme si nous étions un couple, mais sans la partie romantique. Je trouve qu'on manque de mots pour ce genre de relation et qu'on a du mal à leur donner la valeur qu'elles méritent. Alors, vous explorez toutes les deux dans vos livres des personnes qui ont fait un peu ces choix-là, d'aller, par exemple, des femmes qui se paxent, des femmes ou des hommes, je ne sais plus trop, mais des personnes qui se paxent, notamment Mathilde et Charlotte, il me semble, Alice, dans ton livre, qui, en gros, décident de construire une vie en commun. Est-ce que ça reste des exceptions ? Est-ce que vous observez que ça, c'est de plus en plus fréquent ? C'est quoi votre regard là-dessus ? C'est difficile à dire parce qu'on n'a évidemment pas de statistiques. Je pense que ça reste encore un phénomène mineur, mais qui est le fait simplement de nos constructions sociales et de la manière dont on valorise principalement le couple romantique, dont nos politiques économiques sont construites autour du duo romantique, fiscalement, professionnellement aussi. Pensez au fait que vous pouvez généralement avoir un rapprochement géographique qu'avec un conjoint. Nos politiques du logement aussi sont construites autour de la famille nucléaire et donc un papa, une maman dans son pavillon individuel avec un enfant ou 2 enfants et le chien et qu'on ne peut pas tellement sortir en fait. Ou en tout cas, c'est difficile de sortir de ce modèle-là. Il y a des personnes malgré tout qui aujourd'hui essaient d'expérimenter d'autres modes de vivre, d'autres modes de faire lien, parfois de faire famille, parfois d'élever des enfants et qui
qui donc réinvente des modèles, parfois avec difficulté et parfois avec bonheur, et qui ne veulent plus se contenter justement de cette place subalterne dans laquelle on veut cantonner les amitiés, qui se disent que voilà, ce sont des liens qui se valent à part entière et qui n'ont pas à être de simples salles d'attente avant l'entrée dans le couple monogame, passionnel, réussite d'une vie, et qui se disent voilà, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas nourrir une constellation plus variée autour de moi, aller chercher des chemins qui seraient peut-être un petit peu moins balisés et un petit peu plus multiples et parfois plus riches et plus joyeux que uniquement le couple romantique, qui, je le rappelle, n'est d'ailleurs pas donné à tout le monde. Cette question-là de la famille nucléaire qui nous est présentée comme le modèle principal hégémonique, en réalité, tout le monde n'y a pas accès. Le grand amour, the one, tel qu'on nous le présente, n'arrive pas toujours dans une vie. Peut-être de la même manière qu'on n'aura pas forcément des amitiés extrêmement fusionnelles dans une vie. Et donc, je trouve que c'est important de pouvoir aussi se dire, voilà, ma vie, mes projets de long terme, je peux aussi les penser avec d'autres personnes, au pluriel, sortir du duo. Et justement, ce que vous montrez toutes les deux, c'est que les amis, et notamment les groupes d'amis, peuvent permettre de faire des choses que le couple ne peut pas faire. Et notamment, inventer des nouvelles manières de vivre ensemble qui pourraient être beaucoup plus appropriées à des enjeux de changement climatique, de besoin de vivre peut-être en faisant pousser ses propres salades, en partageant du care entre nous parce que, je sais pas, un jour peut-être on n'aura plus accès aux hôpitaux comme on a accès aujourd'hui. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est pas très joyeux ce que je vous raconte, mais en réalité, il y a quelque chose, il me semble, de très réaliste aussi dans le fait de se mettre en groupe d'amis pour construire un peu des futurs. Oui, moi je m'en suis vraiment rendu compte à travers tous les témoignages que j'ai recueillis, que en fait pouvoir un petit peu ouvrir le champ au-delà du seul couple romantique et de la seule famille nucléaire et de l'isolement que peut créer la famille nucléaire, en fait ça permettait de répondre à pas mal d'enjeux du siècle et pas mal d'enjeux qui allaient se présenter à nous. La question de la crise du logement, où c'est aujourd'hui très difficile de devenir propriétaire, d'accéder au logement quand on est un ou quand on est deux. La crise du vieillissement aussi en France et la manière dont le modèle du grand âge a vraiment failli. Voilà, comment on fait pour recréer des solidarités dans le grand âge. Peut-être que la démultiplication de d'autres liens intimes peut être utile. Et puis la question écologique, et plus encore que la question écologique, je crois, je me dis vraiment qu'on aura besoin dans les années à venir, avec les remous qui vont forcément arriver, c'est documenté par les rapports du GIEC, et avec les difficultés peut-être qu'on va rencontrer, je pense qu'on gagnerait à pouvoir se reposer sur des piliers affectifs et des liens un peu plus multiples. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être 15, et qu'on est obligé forcément de vivre dans une même maison, par exemple, mais peut-être essayer de créer des habitats où on est un peu plus proche de nombreuses personnes, de nombreux amours, qui fait qu'on aura plusieurs piliers affectifs sur lesquels se reposer au moment où les temps vont devenir forcément un peu plus difficiles. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose que j'ai constaté aussi, je ne sais pas pour toi Alice, mais moi j'en ai beaucoup entendu parler en dehors de Paris et en dehors des grandes villes. Je crois qu'il y a le prix du foncier qui a un rôle à jouer là-dedans, mais pas que. Je pense qu'il y a un concept, le concept de la solidarité en milieu rural est beaucoup plus développé qu'en ville. C'est évident. Et puis aussi, je pense qu'il y a un enjeu assez intéressant anticapitaliste dans l'amitié. Et dans la communauté de manière générale, le fait de vivre à plusieurs, c'est qu'en fait, le capitalisme, il est venu avec le modèle du couple. C'est-à-dire qu'au 19e, on a dit, voilà, maintenant, romantisme, maintenant, l'amour, un homme, une femme. Et puis, petit à petit, s'est développée une économie qui avait intérêt à vendre des lave-vaisselle à des couples, des villas pavillonnaires, enfin, cette image-là de la zone périurbaine où on habitait à deux, etc. Mais je pense qu'il y a des choses qui se jouent déjà dans la ruralité. J'en rencontre tout le temps, j'entends tout le temps des témoignages comme ça. Et en dehors des grandes villes et surtout en dehors de Paris. Une des choses aussi
aussi que, il me semble, permet l'amitié et que tu évoques, Johanna, c'est que l'amitié est un espace privilégié pour faire émerger un peu plus d'empathie, et notamment sur des questions de justice sociale. Je voudrais te citer. Tu écris « L'espace amitié exige d'entendre les écarts de vécu, d'écouter les récits d'une autre, les discriminations raciales, les discriminations à l'embauche, l'inaccessibilité des villes aux gens en situation de handicap, le manque de coiffeurs pour cheveux texturés en France, le racisme ordinaire des agences immobilières. Il n'est pas anecdotique d'inviter des amies musulmanes chez mes parents un soir de Shabbat et de rompre le jeûne de Ramadan avec elles et leur famille. » C'est hyper fort, en fait, de se dire qu'en fait, ces espaces amitiés, c'est aussi là que peut-être on s'entend mieux dans nos divergences politiques ou dans nos incompréhensions que dans un débat télévisé, par exemple. Ouais, c'est un peu la métaphore du Blablacar, même si on s'entend pas toujours bien avec les gens du Blablacar, mais on peut être mis sur la route de gens qu'on n'aurait jamais croisés autrement. Et moi, ça a été le cas pendant mes études. Je vais pas faire d'angélisme, évidemment. Là, je crois que on est principalement des gens qui ont le même parcours sociologique, économique. Donc, c'est difficile d'aller à l'encontre de ça, mais ça existe. Et je pense que pour ça, l'amitié, ça ouvre une porte qui peut permettre d'accéder à des vécus autres qui sont pas les siens. En vivant à Toulouse, j'ai rencontré plein de copines journalistes qui exercent depuis la ruralité dans des villages de 1000 habitants qui me racontaient ce que c'était que le féminisme rural qui est constamment oublié, que l'écologie là-bas, ça existe depuis belle lurette. Donc pour ça, je pense que l'amitié, c'est un espace vraiment privilégié et de politisation aussi. Mais malgré tout, je crois qu'on reste encore enferré dans une forme d'homogamie sociale très très forte. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. C'est aussi vrai dans l'amour romantique que dans nos amitiés. Et ça fait partie des choses aussi, si on veut prendre au sérieux nos amitiés, qu'il faut questionner, ou en tout cas qu'il faut avoir en tête cette forme possiblement d'entre-soi social qui, pour le coup, empêche aussi d'aller connaître d'autres réalités à l'extérieur. Et que aussi nos sociétés, encore une fois, vraiment atomisées et isolées, ne permettent pas aussi de dépasser, parce que la question de la communauté, et c'est-à-dire par exemple la communauté géographique autour de nous, les voisins par exemple, on n'a pas l'habitude aujourd'hui d'aller toquer à la porte du voisin, de créer du lien avec les personnes proches autour de nous, qui pourraient être de classes sociales différentes, de vécus différents, parce qu'en ville, en fait, moi je pense dans mon immeuble, il y a autant de classes sociales différentes que de personnes. Mais pour autant, c'est pas simple. Enfin, on nous apprend plus finalement à aller créer ce lien-là, et d'où la perte peu à peu de création relationnelle. Je pense qu'il y a une histoire de confort aussi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la fatigue un peu relationnelle, c'est que à Toulouse, par exemple, j'ai habité dans une coloc où on était 4. Je suis arrivée dans la chambre de mon coloc que je connaissais pas, et il y avait un maillot des Bleus au mur, et il avait un tatouage de coq sur le bras. Il venait de Perpignan, et je me suis dit, waouh, on est vraiment sur 2 planètes différentes. Il m'entendait parler de féminisme toute la journée, il disait que c'était vraiment contre les hommes, et en fait on a vécu ensemble, on n'a pas eu le choix, il y a eu le Covid, et on est devenus très 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 proches. Et ça, cette amitié, elle aurait pas eu lieu dans un contexte où je ne sors qu'avec des gens qui me ressemblent, où je dis quand je cherche une coloc que je ne veux vivre qu'avec des véganes, etc. Ça demande plus d'efforts, évidemment, et parfois on n'en a pas envie, parce que le monde, le capitalisme, le patriarcat, c'est fatigant. Mais je pense qu'il y a des fois où ça vaut vraiment le coup. Je voudrais qu'on termine cette conversation en se tournant vers la salle. On va faire passer un micro. Je vous invite à partager vos réflexions, vos questions sur cet intéressant sujet qu'est l'amitié. Je me suis posé une question au moment où vous avez parlé du fait d'avoir des amitiés qui sont intéressantes socialement. Ce qui est une évidence. On a tendance à se rapprocher de gens qui nous ressemblent, on va avoir tendance à avoir des gens plus impressionnants, etc. Mais la contrepartie, ça a été de dire, il faudrait peut-être créer des amitiés sur lesquelles on peut se retourner quand effectivement le couple se casse la gueule ou quand la famille est maltraitante. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est, oui, mais on passe de quelque chose de très avec des intérêts à un autre intérêt. En fait, ça m'a fait dire que c'est pas grave qu'il y ait des intérêts dans l'amitié, c'est juste de choisir le type d'intérêt. Et là, je me suis demandé qu'est-ce que vous en pensiez, puisque vous veniez de dire quitter l'intérêt pour pouvoir se retourner sur quelque chose d'autre. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il y a un peu l'histoire, dans l'amitié, on pense que c'est une pratique, un lien qui ne répond à rien.
C'est-à-dire, on est amis parce qu'on est amis. C'est très difficile de définir l'amitié. En vrai, on est amis parce qu'on éprouve du plaisir, qu'on en a envie, qu'on a du soin, etc. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des amitiés qui sont de plus en plus superficielles. Et que ça, je ne sais pas si ça constitue des bases arrières intéressantes, solides, pour des individus de plus en plus fragilisés, puisqu'on vit de plus en plus seul. Et où est-ce que ça va, parfois ? Mais bien sûr qu'on est mu par le désir ou l'intérêt dans nos relations. Et en même temps, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir des liens qui ne servent à rien et ne servent rien non plus, d'avoir des amitiés qui ne nous permettent pas forcément de créer des choses incroyables ou d'habiter ensemble, de faire des enfants ensemble, mais juste, je sais pas, faire un jeu de cartes sur une terrasse, de manger une gaufre Nutella quand on a envie de manger une gaufre Nutella, et pardon pour la marque, et des liens qui ne sont productifs de rien. Et je crois que dans une société qui nous demande d'être toujours plus productifs, c'est aussi très puissant de chérir des liens inutiles qui ne servent à rien. Je me posais la question, est-ce que vous avez reçu des témoignages ou est-ce que vous vous êtes posé la question de la sexualité dans l'amitié ? Là, on a parlé du fait de faire des câlins ou de passer du temps avec Camille. Et est-ce que la sexualité a été un thème qui est revenu dans vos recherches ? Moi, c'est un thème qui m'a beaucoup pris la tête parce que, mais c'est ultra intéressant. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une chercheuse qui s'appelle Vanessa Brunet qui est passionnante et qui explique que le fait de concevoir l'amitié comme platonique et l'amour comme sexualisé, c'est aussi absurde que de concevoir un genre féminin et un genre masculin. En fait, c'est des limites peut-être qu'on se met nous-mêmes, parce que sinon, ça devient compliqué. Et c'est vrai que dès lors qu'on fluidifie tout ça, c'est un peu la panique sociale, quoi. On se dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a entre nous ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Et peut-être qu'on aura intérêt à voir ça comme un spectre, de se dire, tantôt c'est de l'amitié, tantôt c'est de la sexualité. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi la sexualité donne une structure sociale, donc couple, famille, enfant, maison, etc. Et pourquoi, quand elle est absente, donc dans l'amitié, pourquoi ça ne donne pas ça ? Et au-delà de la question de la sexualité, je crois que c'est la question de l'amour de manière générale, en fait, qui est un petit peu aussi cantonnée dans cette chose extrêmement binaire, où on a d'un côté l'amour, le vrai amour, que serait l'amour romantique, parce que, encore une fois, il est productif, il crée des héritiers, il crée de nouveaux petits travailleurs, il crée du travail domestique gratuit. Et puis, à côté, il y aurait l'amitié qui ne pourrait pas avoir le mot d'amour, parce qu'un lien non productif qui s'extrairait aussi potentiellement de la sexualité, mais pas forcément. Mais voilà, je crois qu'aussi, on gagne à penser un spectre de l'amour qui soit un peu plus vaste et en réalité, les frontières, elles sont beaucoup plus poreuses qu'on voudrait nous le dire entre tous ces expériences de l'intimité. Alice Rebaud, Johanna Cincinnati, merci beaucoup. Daniel Batoula, merci beaucoup d'avoir été là. Pour poursuivre cette conversation, je vous donne rendez-vous sur Instagram, @encoreheureux-podcast, sur le site de binge.audio. Pensez aussi à vous abonner au podcast, à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. L'émission a été réalisée par Paul Berthiaud, produite par Charlotte Bex. Les témoignages ont été lus par Juliette Livartowski. Merci infiniment à tout le monde. Merci à toi, Camille.